Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisateurs de cette journée pour nous permettre de nous exprimer sur cette question très intéressante de la charte et du code ainsi que de la stratégie européenne de ressources humaines qui l'accompagne. Je vais vous présenter aujourd'hui une analyse un peu globale des publications qui ont été produites sur ce sujet. Pour quelles raisons ? Eh bien, je pense que la première communication de la session nous a déjà donné un petit peu une réponse. C'est parce qu'on se demande toujours pourquoi la mise en œuvre de cette charte européenne du chercheur et du code de conduite pour le recrutement des chercheurs prend tant de temps. Pourquoi les institutions, les organisations, les établissements ne se lancent pas dans l'implémentation véritable de ces principes qui semblent pourtant extrêmement positifs pour tout le monde. Et en tant que chercheuse, je me suis dit que peut-être le meilleur moyen d'essayer de comprendre un petit peu tout ça et de vous permettre à vous aussi de comprendre un petit peu tout ça, c'était de se plonger dans les publications qui expliquent l'histoire de cette charte, ainsi que dans les publications qui permettent aussi de comprendre comment les choses fonctionnent, comment on pourrait les mettre en pratique sur les territoires concrètement, réellement, dans chaque établissement, chaque université, en tenant compte des spécificités de chaque établissement et des spécificités de chaque pays, donc au niveau européen. Donc la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs, c'est un document qui date de 2005. Je ne vais pas vous le présenter, je pense que d'autres le feront beaucoup plus dans cette session et que certains d'entre vous connaissent déjà bien ce document. Mais une chose que je voulais rappeler, c'est que si on regarde un petit peu toutes les publications qui portent sur ces documents, on s'aperçoit que bien souvent, on le présente comme un point de départ vers une amélioration des pratiques, alors qu'en réalité, ce document est aussi un aboutissement. L'aboutissement de nombreuses recherches et d'études qui ont été mises en œuvre depuis le début des années 2000 au moins, et qui visent à définir les ressources humaines comme un facteur clé de l'attractivité et de la compétitivité de l'Union européenne à l'échelle mondiale. Une chose intéressante que je voudrais rappeler ici, c'est que le doctorat, dont nous parlons aujourd'hui pendant toute cette journée, le doctorat est un enjeu capital de cette mise en œuvre et que le doctorat fait déjà partie des réflexions qui ont eu lieu avant même la rédaction de la charte et du code, comme un enjeu particulièrement complexe en raison de la nécessité de la définition du statut des doctorants à l'échelle européenne, une nécessité qui se trouve au cœur des réflexions qui ont eu lieu avant la mise en œuvre de la charte et du code. Il faut aussi rappeler que la charte et le code ont été conçus dès le départ comme des outils, non pas comme quelque chose qui donnait un certain nombre de principes pour lesquels il faudrait produire des outils afin d'arriver à mettre en place ces principes, mais étaient déjà conçus eux-mêmes comme des outils, des guides pratiques pour les établissements pour mettre en place d'autres principes qui avaient été réfléchis en amont. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me semble intéressant de rappeler puisque je vais parler plus précisément de la stratégie européenne de ressources humaines qui est, elle aussi, un outil. Alors un outil, me direz-vous, c'est un peu étrange. C'est parce qu'en fait, à chaque niveau, on s'aperçoit que la première étape, finalement, ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'aurait voulu. Alors que disent les publications à ce sujet ? Beaucoup mettent en valeur le fait que cette démarche volontaire de mise en œuvre des pratiques est trop lente, puisqu'il n'y a pas comme le disait le premier intervenant, il n'y a pas de nécessité particulière de les mettre en œuvre. Et d'autre part, il y a des difficultés méthodologiques qui sont liées à la diversité des territoires et à la diversité des établissements dans lesquels on voudrait les mettre en œuvre, et donc qui crée un format où il n'y a pas assez de guides assez clairs pour pouvoir mettre en œuvre ces principes. Le doctorat, évidemment, à cette étape, se situe au cœur des enjeux, mais à chaque nouvelle étape, l'étape de la charte et du code, à l'étape de la stratégie européenne, il y a une nouvelle évolution dans la définition du doctorat, et j'aimerais revenir un petit peu sur ces évolutions dans cette présentation également. Donc, quelles vont être les problématiques de ma présentation à travers la liste des publications que j'ai
aborder, dont je ne vais pas, évidemment, je ne vais pas vous parler de toutes les publications, mais je vais essayer d'avoir une vision d'ensemble. La première, c'est est-ce que l'on peut avoir des objectifs identiques aux différentes échelles? Est-ce que les objectifs qui sont formulés au niveau européen peuvent se traduire au niveau national et au niveau local? La deuxième question, c'est quels sont les avantages et inconvénients de ces démarches qui sont fondées sur une auto-évaluation? Et la question qui va avec cette deuxième question, c'est est-ce que ces outils qui nous sont présentés comme tels par l'Union européenne peuvent véritablement fonctionner comme tels, c'est-à-dire être vraiment des guides pratiques à l'usage des personnels et des établissements. D'autres questions que l'on va se poser, c'est quelles sont les possibilités d'investissement des différentes structures, des différents établissements dans ces démarches. Comment vont-elles être influencées par les enjeux de leur taille, de leur organisation, de leur budget, chose qui devait être réglée normalement par le principe d'auto-évaluation et de démarche volontaire, mais qui ne l'est pas forcément. Et enfin, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver dans la littérature sur les théories et pratiques de ces acteurs des différentes stratégies européennes de ressources humaines. Je vais parler de différentes stratégies puisqu'elles sont adaptées à chacune des échelles et voir ce qu'on peut trouver aussi pour éventuellement s'en servir. Donc, dans un premier temps, je vais parler un petit peu des études qui ont et des recherches qui étaient préliminaires pour voir un petit peu, pour essayer un peu de comprendre comment cette charte et ce code sont arrivés comme des outils pour aller à l'usage des établissements. Ensuite, j'aimerais bien savoir, essayer de comprendre avec vous, quelle a été la démarche qui a permis de glisser de la publication de cette charte et de ce code à la stratégie européenne de ressources humaines et aussi ouvrir les perspectives qui sont en train de s'ouvrir vers quelque chose d'éventuellement encore moins flexible que la stratégie européenne. Enfin, j'aimerais, dans un double enjeu, essayer de voir qu'il est absolument nécessaire de documenter la mise en application de ces documents, de la documenter pour qu'elle puisse servir, pour que ces documentations puissent servir à des échanges de bonnes pratiques, mais que cette documentation, d'après ce que j'ai pu évaluer, reste tout à fait parcellaire et va être extrêmement spécifique sur des points précis ou sur des lieux précis, mais on a très peu d'outils opérationnels qui permettent d'englober l'ensemble de la démarche. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que c'est parce que c'est impossible ou est-ce que c'est parce que cela reste à créer? Et enfin, évidemment, le doctorat restera au cœur de ma présentation puisque c'est une problématique qui se trouve vraiment au cœur de ces différents enjeux. Alors, quel contexte de la mise en place de la charte et du code? C'est le contexte du Conseil de Lisbonne dans les années 2000, où le but a été de construire l'espace européen de la recherche, et avec un enjeu premier extrêmement bien documenté, qui est l'enjeu de la mobilité de la circulation des chercheurs au sein de l'espace européen de la recherche. Donc l'idée est véritablement d'avoir un enjeu de compétitivité et d'attractivité de l'Europe. La question des ressources humaines n'apparaît pas au départ comme un enjeu premier, mais comme un argument pour rendre l'Europe attractive, parce que ce que révèlent la plupart des études publiées à l'époque, c'est que la question était de savoir comment pouvait-on rendre l'Europe attractive face à d'autres acteurs dont les budgets permettaient d'attirer des chercheurs performants avec d'autres moyens, comme notamment avec l'attractivité de la rémunération et de certaines conditions de travail liées à cette rémunération. La réponse était que la gestion des ressources humaines était potentiellement le seul élément qui permettait de rendre l'Europe compétitive en proposant de telles conditions de ressources humaines, de telles conditions de travail pour les chercheurs, que les chercheurs seraient attirés par l'Union. Et il était pour cela nécessaire que les chercheurs puissent aussi circuler librement au sein de l'Union. Là se pose évidemment la question de la qualité et la question de savoir comment on pouvait évidemment penser cet espace de manière harmonieuse, ce qui conduit progressivement à la mise en place des catégories qui pourraient être celles de cette attractivité. Donc les premiers travaux qui sont encore une fois antérieurs à la charte et au code
montre bien qu'il y a derrière une réflexion sur les différentes étapes, les différents critères qui pourraient rendre les carrières scientifiques attractives en Europe. Donc on note des choses assez qui ont été dites déjà. La question de l'égalité, la question d'un recrutement transparent, la question de l'emploi et des conditions de travail, et de la possibilité d'alternatives, de mobilité géographique, mais aussi de mobilité entre les différents postes, les différentes fonctions. Donc le petit rappel des publications sur lesquelles je me suis fondée. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je pense que sinon je vais manquer de temps, mais n'hésitez pas à me demander de la documentation à ce sujet plus tard. Où se situe le doctorat dans ces différentes recherches? Le doctorat se situe, comme je disais tout à l'heure, comme un enjeu absolument crucial, et l'enjeu est l'enjeu de la définition. On note que la définition du doctorat et la précarité des chercheurs en début de carrière sont assez intimement liées dans la plupart des publications qui apparaissent à partir des années 2000. Et la France, d'ailleurs, a un statut assez particulier puisqu'il s'agit d'un pays qui est souvent mentionné comme exemple, en partie dans ce document sur la question des carrières des chercheurs dans l'espace européen de la recherche, pour l'hétérogénéité des statuts des doctorants, puisqu'il y a effectivement une spécificité nationale qui est que les doctorants qui sont dans de bonnes conditions de travail sont plutôt dans d'assez bonnes conditions de travail par rapport aux autres pays européens, et donc met la France dans une place plutôt positive, sauf que ce qu'on oublie souvent, c'est de dire que tous les doctorants ne bénéficient pas de ces conditions de travail. Donc derrière, il y a cette ambiguïté-là qui était déjà soulignée bien avant la mise en place de la charte et du code. Par ailleurs, apparaît également l'idée que l'attractivité et la compétitivité est liée au doctorat, que c'est sur le doctorat qu'il faut agir pour rendre l'Europe plus attractive et plus compétitive, qu'il faut éviter que les docteurs quittent l'Union européenne, mais qu'il faut aussi attirer des docteurs grâce à ces bonnes conditions de travail ou des doctorants qui seraient ensuite une future force de travail, une future ressource humaine dans le cadre de l'espace européen de la recherche. À ce titre, deux publications sont particulièrement intéressantes. Ce sont les publications de la famille dite de la famille Frascati, qui j'oublie toujours de changer la slide, qui essaye de définir le doctorat dans un but au départ méthodologique, simplement dans l'idée de pouvoir compter les doctorants dans les études sur les forces, les ressources humaines en sciences et technologies, mais qui, pour réussir à remplir cet enjeu définitoire, se retrouve confronté à la difficulté du statut du doctorant, au niveau européen bien entendu. Alors ce qui est intéressant, c'est que au départ, les définitions sont relativement faibles, c'est-à-dire il y a l'idée qu'on ne sait pas trop, on a beaucoup de statuts d'étudiants, mais qu'on part quand même du principe qu'il faut compter ces doctorants dans les forces de ressources humaines de sciences et technologies, et que progressivement, cette affirmation-là va évoluer dans les différents outils et va aller vers une définition plus franche en faveur du statut des chercheurs professionnels. Même si, au départ, la première affirmation, c'est simplement le rôle des doctorants, le rôle que les doctorants jouent comme ressources humaines dans la recherche. Autre point très intéressant, c'est que si l'on veut modifier globalement les ressources humaines pour les chercheurs, de nombreuses publications partent du principe que c'est sur le doctorat en premier lieu qu'il faut agir. Et tout cela se situe avant la charte et le code. Donc on y vient. La charte fait un choix fondé sur le manuel de Frascati que je viens de citer, mais qui va plus loin en réalité que ce manuel-là, si on regarde bien, et décide de définir le doctorant comme un chercheur en début de carrière, soit un chercheur au cours des 4 premières années équivalent temps plein de son activité de recherche,
y compris la période de formation de chercheur, c'est-à-dire le doctorat. Et chaque étape, à partir de là, va renforcer la prise en compte des doctorants dans cette catégorie, jusqu'à finalement affirmer son statut de chercheur de manière tout à fait décisive. Je cite en 2013 que tous les chercheurs sont des professionnels, y compris ceux qui sont au tout début de leur carrière de recherche, comme les doctorants. De fait, les différents organismes qui se lancent dans la mise en œuvre des principes de la charte et du code peuvent choisir le doctorat comme un point d'action, un point d'entrée pour mettre en place ces bonnes pratiques, avec cette vision donc plus globale qui s'explique par toute la chronologie et l'histoire de la mise en place de ces outils, qui s'explique par cette nécessité que le doctorat bien défini permet d'avoir une influence sur l'ensemble des carrières des chercheurs. Donc je cite par exemple l'INRA, ayant adhéré à la charte et ayant mis en œuvre la stratégie européenne de ressources humaines, et qui a choisi parmi les premières déclinaisons concrètes la mise en œuvre d'une charte de ses chercheurs doctorants et de ses jeunes chercheurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? La charte est donc mise en œuvre en 2005, la charte est signée en 2005, suivie par un certain nombre de pays, nous l'avons vu tout à l'heure, et affirme l'aspect volontaire de la mise en œuvre des principes. Puis, en 2008, d'autres documents viennent démontrer et viennent prouver que le suivi de la mise en œuvre des pratiques a été insuffisant, et donc du coup produit cet outil, la stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs, avec un certain nombre de mots-clés qui mettent en valeur la volonté de toujours garder ce processus extrêmement libre, flexible, volontaire, autonome et accessible à l'ensemble des établissements, quel que soit leur statut. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, puisque cette accessibilité voulue est-elle une accessibilité réelle? Ce n'est pas parce que l'on dit qu'en principe, tout le monde peut mettre en œuvre la stratégie, que pour autant, tout le monde est égal devant la mise en œuvre de cette stratégie. Et donc, à partir de là, commencent à apparaître de nouveaux travaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le PowerPoint, mais notamment une étude de faisabilité en 2014 qui réfléchit à la manière de mettre en œuvre un processus beaucoup moins flexible, beaucoup plus concret d'accréditation de certains établissements via cette stratégie, donc plus seulement par l'obtention du label, mais par un certain nombre de contraintes, ou en tout cas de valorisation de l'obtention du label, ce qui ne serait pas exactement la même chose. Donc nous voilà au moment de la mise en place de la stratégie européenne de ressources humaines, et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a comme documents, comme publications qui peuvent nous aider si l'on veut effectivement entrer dans ce processus. On s'aperçoit que ce type d'action, c'est prévu dès le début. Parmi les étapes de l'implémentation apparaît de manière extrêmement claire la publication des actions des établissements qui obtiennent le label suite à la mise en œuvre de leurs principes. Derrière, il y a l'idée que l'on doit s'inspirer de la pratique opérationnelle, de la pratique du terrain. Mais qu'est-ce qu'on trouve en pratique? On trouve un certain nombre de choses au sujet du Royaume-Uni. Problème complexe, puisque le Royaume-Uni avait mis en œuvre sa propre stratégie d'implémentation des principes de la charte et du code avant que la charte et le code officiellement soient publiés par la Commission européenne. Autre type d'exemple, l'exemple de l'Université de Camerino qui a publié son rapport, et ce que l'on peut voir dans ces différents exemples, c'est qu'il y a une insistance sur les outils et sur les impacts. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, puisque ça devrait conduire à un échange de bonnes pratiques, mais du coup qui viendrait, comme le disait Sandrine Marion tout à l'heure, par la base, c'est-à-dire par l'observation de ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors j'aurais voulu vous parler du tableau de la relation entre l'accord et la priorité mise en œuvre par Fulvio Esposito, qui était à l'époque recteur de l'Université de Camerino, mais je crains que je manque
de temps, donc je vais avancer un petit peu, mais n'hésitez pas à me demander tout à l'heure. Au niveau français, qu'est-ce qu'on a? On a, ne l'oublions pas, toute la publication des rapports des établissements qui ont effectivement obtenu le label d'excellence en ressources humaines pour la recherche. Donc l'INRA a publié un certain nombre de choses assez intéressantes, des dispositifs d'analyse, des indicateurs de suivi. L'Université de Montpellier a également publié sa stratégie. L'Université de Poitiers, qui a fait une tentative de publication de différents outils, a finalement publié un carnet de bord du doctorat. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une entrée par le doctorat qui est assez intéressante. Et par ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche commence à se saisir de la question et à essayer de présenter cette approche opérationnelle via des séminaires, des conférences qui mettent en présence tous les acteurs de façon à ce que ceux-ci puissent échanger leurs pratiques. Le problème, c'est que même dans les documents très récents, alors je ne vais pas entrer dans le détail de ce document, les forces et les faiblesses qui sont toujours soulignées, la faiblesse notamment qui est toujours soulignée, c'est la question de la diversité des territoires. C'est-à-dire l'idée que si on met en place une stratégie stricte, universelle pour tous, elle ne peut pas être suivie par tout le monde en raison de cette diversité-là. Et là, on voit bien comment, par exemple, pour le statut du doctorant, ça fait tout à fait écho. Alors, j'entre pas dans le détail, mais on note notamment, par exemple, que les documents qui cherchent à prendre en compte la mise en œuvre et la connaissance de la stratégie ne font pas la distinction, je vous invite à regarder la première ligne, entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les établissements de recherche. Ce qui peut potentiellement poser un gros problème en pratique opérationnelle, puisqu'il y a un certain nombre de problématiques qui ne sont pas les mêmes en fonction de ces différents milieux. Parallèlement, les publications existantes sur les étapes et le contenu de la charte sont également extrêmement morcelées. C'est-à-dire qu'on va trouver, j'ai pris quelques exemples particulièrement liés au doctorat, encadrement doctoral, formation, égalité, gestion des conflits, mobilité, sécurité sociale, santé, etc. La documentation que l'on peut trouver est extrêmement riche, mais ciblée sur chacun de ces thèmes. Donc l'outil documentaire, l'outil bibliographique, qui est quand même celui que vers lequel les chercheurs vont pouvoir se tourner pour mettre en œuvre ces stratégies, est de ce point de vue-là très riche et à la fois extrêmement lacunaire, puisqu'il nécessiterait d'aller faire l'étude de chacune de ces catégories pour ensuite les mettre tout ensemble, à moins d'entrer par uniquement une catégorie ou éventuellement par une catégorie de personnel, ce qui est peut-être, il me semble, une des propositions qui va être faite par un autre intervenant de cette table ronde par la suite. En conclusion, je finis enfin, malgré le retard que j'ai pris. En conclusion, je m'arrête sur cette citation qui rappelait en 2012 à quel point il était nécessaire d'avoir une recherche plus poussée sur la question de la gestion des ressources humaines des chercheurs, sur leur quotidien, de leurs conditions de travail. Mais en pratique, si l'on regarde véritablement la documentation, on trouve qu'il y a de la documentation sur ce sujet. Simplement, à l'exemple, l'exemple de ces recherches sont extrêmement morcelées et la pratique de regroupement de toutes ces catégories en un seul et même document qui est la charte, qui sont la charte et le code ou éventuellement la stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs, n'est pas suivie par une approche globale, documentée, qui serait également le point de départ, le point d'entrée vers une approche opérationnelle qui pourrait ensuite permettre de proposer des outils concrets aux établissements pour les mettre en œuvre. Alors, reste entière la question de l'adaptabilité de ces outils à leurs environnements, qui questionne aussi le principe de l'échange des bonnes pratiques. Et on pourrait se demander dans quelle mesure il serait possible d'accompagner ces échanges de bonnes pratiques entre établissements à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, et éventuellement de proposer des tentatives de typologie, de
guide pour chacune des catégories afin de répondre à la demande des établissements qui ne rentrent pas dans la stratégie pour ces raisons pratiques qui est de la difficulté de savoir comment on peut adapter un outil si général européen à leur situation locale. L'action sur le doctorat, au cœur de cette stratégie, est absolument capitale, mais elle est complexe puisque le doctorat, au cœur du dispositif depuis le début, conserve encore l'enjeu de la définition et la définition réelle du statut du doctorant. Et ça, c'est aussi quelque chose c'est aussi une question à laquelle peut-être ces stratégies pourraient répondre, puisqu'on voit qu'il y a une évolution par l'intermédiaire de ces documents dans la prise en compte du statut du doctorant. Mais attention, cet enjeu de la définition, tant qu'il n'y aura pas une harmonisation au niveau des territoires, risque d'inclure ou au contraire d'exclure un certain nombre de doctorants, ce qui nous est montré par la chronologie des publications, c'est que exclure les doctorants de ces dispositifs serait potentiellement à terme prendre le risque d'exclure la possibilité d'une évolution positive pour l'ensemble des chercheurs. Merci de votre attention.